Bienvenue dans le podcast Agilou, le podcast de l'ESS et de celles et ceux qui la font. Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode du podcast Agilou. Pour l'enregistrement de cet épisode, nous avons choisi un lieu emblématique à deux titres. D'abord, le 17 à 9, l'endroit où nous sommes ici aujourd'hui, a été créé par Politeia, qui est une structure de conseil créée par François Journy et Mathieu Escura, qui essaie de penser ces métiers autrement. Par exemple, les équipes ont créé un fonds d'intervention pour financer des projets d'amélioration de l'action publique et de l'intérêt général, sur lequel est reversé 20% des bénéfices nets du cabinet. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de leur engagement sur leur site internet qui s'affiche ici. Et toute l'équipe a créé ce lieu, le 17 à 9, pour mettre à disposition un lieu de travail en plein cœur de Lyon, à la demande de qui le souhaite, mais aussi et surtout pour que ce soit un lieu de passerelle entre acteurs publics et privés pour sortir des réflexions en vase clos et contribuer à une meilleure action publique locale. Donc merci à François et Mathieu et leurs équipes de nous accueillir. Et pour la petite histoire, c'est ici qu'est née l'idée de ce podcast, puisque j'ai eu l'occasion d'animer une soirée sur l'ESS en créant un burger quiz dédié. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas un secteur hyper drôle, ou en tout cas où on prenait les choses avec beaucoup de gravité et que parfois on manquait de recul. Donc c'est là qu'est née l'idée de créer une conversation où on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Donc merci encore à Politeia et à toute l'équipe de nous accueillir ici. Merci aussi à Lyon Positif, Frédéric et William et à toute l'équipe de nous permettre de réaliser ce podcast. Et donc merci à Hakim, notre premier invité. Bonjour Hakim. Bonjour Gilles. Donc Hakim n'est pas un inconnu, c'est un ami, c'est même un très bon ami puisque c'est mon témoin de mariage. Et oui, ça s'appelle le podcast Agilou, donc je fais un peu ce que je veux à ce niveau-là. Mais c'est aussi la personne qui correspond à ma rencontre avec l'économie sociale et solidaire, puisque pour l'histoire, nous nous sommes rencontrés en 2015, en juin 2015 même pour être précis, à Sport dans la Ville, qui est la première association d'insertion par le sport pour les jeunes de quartiers prioritaires, qui doit accompagner aujourd'hui entre 50 000 et 100 000 jeunes, Hakim à peu près. Un peu moins, mais ça dépend selon la police ou les organisateurs. Voilà. Ça dépend. Non, mais plus sérieusement, c'est une association qui accompagne beaucoup de jeunes de quartier à Paris, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Chambéry, Marseille maintenant aussi. Et c'est là-dedans que nous avons fait nos armes tous les deux. Dans ce secteur-là de l'innovation sociale et de l'économie sociale et solidaire. Et donc du coup, Hakim, j'ai une première question à te poser pour commencer. Voilà, on va parler de sujets très sérieux, les transitions écologiques, sociales, démocratiques, éducatives. On va parler de la fin du monde, clairement, comment on sauve l'humanité ou la planète ou les deux. Et donc si tu devais disparaître demain, soit toi tout seul, soit parce que l'humanité disparaît et que tu devais te retourner sur ta vie, qu'est-ce que tu dirais que tu as fait pour sauver la planète, ou l'humanité, ou les deux? Alors on commence... Vaste question. On commence Direct, d'accord, sans échauffement, ok, pas de problème. Pour sauver la planète, je pense, puisque je sais qu'ici on peut dire tout ce qu'on veut et tout ce qu'on pense, je pense que moi, à titre personnel, pas grand-chose. Quand je vois toutes les grosses entreprises et toutes les grosses usines qui polluent au bénéfice justement de beaucoup d'intérêts financiers, je pense que les premiers à interroger, je pense que c'est eux. Alors oui, effectivement, peut-être que je peux jeter mes piles à la déchetterie, les cartons dans les poubelles jaunes. Mais sans faire la grande dramaturgie, quand je vois toutes les énormes pollutions que toutes les usines peuvent faire, je pense que c'est un peu, c'est plus pour une conscience, c'est plus pour une conscience personnelle. Mais moi, bientôt 44 ans, j'ai arrêté de me mentir à moi-même, donc j'essaye d'aller dans l'efficacité. C'est pour ça que je pense que moi, Hakim, mon intervention, elle est plutôt à taille humaine et du coup. Pour sauver l'humanité, encore une fois, pas grand-chose, mais pour sauver un petit bout de l'humanité, ouais, je pense qu'avec beaucoup d'humilité, je pense que j'ai contribué, je continue à contribuer et j'espère que mes enfants seront aussi dans le principe d'éducation de papa. Ok.
Eh ben, on va parler de tout ça justement. On va essayer de comprendre, puisque ce podcast s'intéresse aux personnes qui, je pense, moi, apportent justement leur contribution. C'est aussi pour ça que tu es là, pas seulement parce que tu es un copain. Et du coup, on va essayer de s'intéresser justement à ce que tu viens de décrire. Et on va repartir du début de l'histoire et de ton enfance. C'était quoi ton enfance? Alors, tu es né tu as grandi à Saint-Clair, un quartier de Caluire méconnu en bord de fleuve. Oh, méconnu pour ceux qui le connaissent Voilà. pas. Saint-Clair-la-Street, comme on dit dans le jargon. C'était quoi ton enfance justement? C'était quoi les sons, les ambiances, les couleurs de ton enfance à Saint-Clair? À Saint-Clair, déjà, c'est une grande rue de Saint-Clair. Donc, c'est pas la petite rue, d'accord? C'est la grande rue, c'est l'artère principale qui fait la jonction entre le quartier de Rieux, etc., et le centre-ville. Donc, moi, j'ai grandi en étant à mi-chemin entre le Thiécar et le Entre deux centre-ville, voilà, entre deux eaux. Donc, ce qui a fait ma personnalité en termes de mixité, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, éducationnelle. Donc, vraiment, je crois que je suis pas né n'importe où. Je suis né vraiment dans un endroit qui m'a programmé à justement avoir une double casquette, une double vision et deux salles, deux ambiances, comme t'aimes bien dire. Donc, mon enfance, qu'est-ce que c'est? Je vais pas rentrer dans la caricature, mais c'est vrai que c'est un ballon de foot dégonflé pour 15. Une semaine sur deux? Oui, une semaine sur deux. C'est quand Christophe il disait bon bah allez, je rentre chez moi, je rentre avec le ballon. Bah c'était la fin de l'activité pour tout le monde. C'est une grande famille puisque beaucoup de parents sont venus de la première vague d'immigration, début des années 70. Donc ils se sont retrouvés tous à Saint-Clair et donc étant donné qu'ils étaient tous nouveaux, bah, ils avaient l'impression d'être tous anciens puisqu'il n'y avait que des nouveaux. Du coup, c'est comme en maths, moins et moins ça s'annule. Et donc, du coup, bah, on a grandi comme ça. Moi, encore aujourd'hui, je rencontre des mamans qui m'ont vu naître et avec qui on garde un super souvenir. Donc, c'était vraiment une grande famille. Donc, voilà, moi, je suis issu d'une famille de 200 personnes à peu près. Une Donc, grande rue, une grande famille. une grande rue, une grande famille avec... Tout le monde se connaît. Voilà, tout le monde se connaît. Alors, comme je disais, on avait cette mixité, cette particularité. On était proche du quartier, donc on avait les valeurs du quartier, mais pas loin du centre-ville. Donc du coup, on avait cette notion un petit peu de réussite. On avait la chance d'avoir des copains qui avaient des parents qui avaient réussi, qui n'étaient pas issus de l'immigration. Donc pour te donner un exemple, nous, dans le quartier, celui qui n'avait pas le bac, c'était un peu la honte, quoi. Genre, tu restes pendant 10 jours, tu sors pas de chez toi, quoi. Mais tout en gardant ce côté street. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis issu d'un quartier où il y a des gens qui sont malheureusement emprisonnés ou décédés à la suite de problèmes en lien. Mésaventures. Oui, on peut dire de mésaventures ou de gros problèmes en lien avec les stupes, directement à gagner du temps. Mais j'ai aussi des chefs d'entreprise qui ont aujourd'hui 10, 15, 30, 50 salariés, qui travaillent à l'international, qui sont reconnus. Donc, vraiment, encore une fois, moi, j'ai eu le choix de m'orienter vers une de ces deux destinations professionnelles. Et c'est vrai que l'insertion professionnelle, pour moi, c'était très important puisque, comme je disais, issu d'une grande famille de 200, le but du jeu, c'était que tout le monde puisse trouver sa place sans marcher sur la place des autres. Ok, et si tu devais nous donner je sais pas, une odeur, un son, un truc qui, toi, te fait penser immédiatement à ton enfance? Alors, je ne vais pas rentrer dans la caricature, mais c'est vrai que l'odeur, c'est quand tu vas sonner chez Tarek, quand tu vas sonner chez Kier, quand tu vas sonner chez Mounir, ça sentait bon la nourriture d'outre-Méditerranée. Tout à fait. Comme vous dites, vous autres. Ouais. Nous, on ne paye pas le même prix pour ça, mais voilà. Donc voilà, la couleur, le gris et le vert. Le gris, vert. voilà, le gris pour les bâtiments et le vert pour les quais du Rhône. Donc encore une fois, vraiment, je vais peut-être une hybridité sociale complète.
Oui, voilà. C'est comme ça qu'on dirait Voilà, les bobos. voilà, chez les bobos, on dit hybridité. Chez nous, on dit 2 salles, 2 ambiances, du gris Ouais. pour le terre-terre et du vert pour les quais du Rhône. Donc, encore une fois, si on avait envie de sentir la street, on se baladait sur les terrains de foot, souvent inventés, fabriqués par nous-mêmes. Et si on avait envie de se balader, on était à 2 pas du parc de la Tête d'Or et on pouvait y faire des belles rencontres. Ok. Donc après l'enfance, il y a l'adolescence, une période un peu moins, en général qu'on vit un peu moins bien, même si c'est pas vrai pour tout le monde. Et c'était quoi ton adolescence justement? Alors l'adolescence est aussi synonyme de découverte, c'est-à-dire qu'on sort justement du cocon de l'enfance. À la fois moralement et physiquement, puisque on a, surtout quand on habite dans une grande ville comme Lyon, on peut en plus prendre les transports pour sortir du quartier où on est né, etc. etc. Donc c'est quoi ton adolescence? Et si tu pouvais nous donner le son de ton adolescence, ça veut dire la musique ou les choses. Alors on sait entre nous que tu es un membre méconnu des Poetic Lovers, mais ce serait quoi la musique de ton adolescence? En même temps que tu nous décris un peu ce qu'était ton adolescence. D'accord. Moi, mon adolescence, encore une fois, on va reprendre ce terme d'hybride. Mon adolescence, c'était la journée, je suis au collège Ampère, au Cordelier, à 2 pas d'ici. Donc, vraiment, cette ambiance, bobo, presqu'île, et très riche. Pour moi, qui était loin de cette situation-là, pour moi, c'était très riche. Avoir une Game Boy et un Walkman, pour moi, c'était pour les riches. Il faut préciser que quand on dit la presqu'île à Lyon, c'est les premiers et deuxième arrondissements qui sont les arrondissements où le revenu moyen par foyer sont les plus élevés. Voilà. C'était pas le cas dans notre grande famille de 200 habitants. Donc du coup, oui, donc moi, mon adolescence, on m'a souvent rappelé que j'étais un gars de quartier, pour pas dire plus. Donc moi, je me suis battu pour ça, pour dire oui, je suis un gars de quartier, mais pas que. D'accord, j'ai aussi... Pas dès le collège. Dès le 12, collège. 13, 14 ans, tu faisais ça. Dès le collège, ça, je l'ai très vite compris. Je ne l'ai pas inventé, on me l'a dit. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là parce qu'aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai mûri. Mais effectivement, il y a beaucoup de phrases, de regards qui te rappellent que tu n'es pas vraiment français. Tu parles d'adolescence, donc jusqu'à... Ça va jusque-là. Ouais. Ça allait jusque-là. Ah bah oui, clairement. Okay. Mais c'est pas grave, c'était le jeu. Non, mais... j'ai eu la chance d'avoir un père très clairvoyant qui nous a toujours dit, un peu comme Sarkozy, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Donc ça pouvait paraître trivial quand on était plus jeune, en se disant, mais de quel camp il est, lui? Et en fait, plus je grandis et plus je me dis qu'il avait raison, encore une fois, sur ce sujet-là. C'est-à-dire que, oui, je suis pas blancos, comme on dit, ou comme on a pu me dire. Oui, je suis pas issu d'un quartier favorisé, mais encore une fois, pas que. Donc, je suis allé le chercher. Je suis allé le chercher en essayant d'aller voter pour la première fois. Donc, je me suis dit, ça y est, là, je vais pouvoir devenir un citoyen français. Et lorsque je vais à la mairie, je rencontre ta carte d'électeur. Tout à fait. Lorsque je vais à la mairie pour enfin, ça y est, je vais devenir électeur. On m'a dit tiens, mais t'es pas français? J'ai dit bah si. J'ai sorti ma fameuse carte d'identité. À l'époque, pour les plus vieux, on appelait ça la carte jambon beurre parce elle était marron à l'extérieur et puis rose à l'intérieur. Donc je sors, mais je dis bah bien sûr que si. Et il me dit oui, mais tes parents sont pas nés en France, donc il me faut un extrait de naissance traduit en français de tes parents pour que je puisse... Un imbroglio total. Je savais que c'était faux ce qu'il me disait, administrativement, mais socialement, j'avais compris qu'il avait raison, que j'étais pas français. J'étais pas français. Né ici, je suis né ici, administrativement, je me répète, administrativement, il avait tort. Ouais. Mais socialement, il avait raison. Donc encore une fois... Droit du sang, droit du sol. Encore une fois, cette dichotomie, c'est-à-dire t'es français, mais tu peux pas avoir une carte d'électeur. Donc c'est pour ça que je te dis, j'ai grandi, moi, ça a bercé toute mon enfance. Okay. Donc je suis reparti un peu vexé, mais pas que, en me disant, tu dois accepter cette réalité-là.
Ok. Et donc, c'est pour ça que je dis, je me suis battu. Et encore une fois, la vie, c'est plein de petits événements, de petits éléments qui t'amènent à une construction perso et pro. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais essayer de me battre contre ça en essayant d'abord de trouver ma place. Et une fois que j'ai trouvé ma place, là, je peux essayer, avec mon expérience, de transmettre un petit peu tout ça. C'est pour ça que je me D'aider suis... les autres à faire leur place aussi. Exactement. C'est pour ça que rapidement, je me suis orienté vers des métiers en lien avec de l'humain. On y reviendra. Donc, no spoil. Pas de problème. Exactement. Et justement, parce que l'adolescence... Attends, collège, je te coupe. Oui. Et la musique. Et la musique. Ah, bien Oui, évidemment. la musique. J'avais pas fini sur l'adolescence, mais vas-y. Pardon. Là, parce qu'à un moment, tu m'as parlé de Vas-y, musique. pas de souci. Donc, c'était le grand frère, quoi. C'est le grand frère qui avait la priorité sur la chaîne IFI. Donc, on écoutait sa musique et puis c'était Kool and the Gang. Kool and the Gang. Voilà. Okay. Kool and the Gang, ça a vraiment bercé mon adolescence. Voilà. Ok. Et du coup, l'adolescence, c'est aussi la période des bandes de copains, des premières bandes de copains. Est-ce que, par rapport à tout ce que tu nous décris là, c'est pas tous les enfants et adolescents qui ont ton parcours qui ont eu la volonté, comme ça, de se faire accepter, de faire leur place en disant « je suis de ça, mais aussi de ça » dans ta bande de copains que j'ai la chance de connaître un petit peu par ailleurs, hein, Tarek, hier, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as senti que tu avais un positionnement déjà différent d'eux, que tu étais un petit peu différent d'eux sur cette quête-là? Oui, tout Moi, à fait. Moi, je sais que oui, mais... Tout à fait, et ils me le rappellent tous les jours. Je les connais depuis la maternelle, donc ça fait 44 ans qu'on se côtoie. Et un peu plus tard que la semaine dernière, ils m'en reparlent encore. Et qu'est-ce qu'ils te disent? C'est-à-dire que moi, j'avais ma bande de copains. C'était des frères même, on peut dire ça, puisqu'on avait grandi ensemble, encore une fois, la famille de 200. Jamais oublié. Donc, j'avais cette bande de copains. Mais, à côté, toujours ce côté hybride, à côté, j'avais ma petite bande de potes de 2, 3, 4 blancos qui me permettaient, justement, de garder ce côté un peu hybride. Et on m'a souvent chambré par rapport à ça, mais je trouvais ça, ouais. C'était sympa. C'était du chambrage, mais bienveillant. Donc déjà à l'époque, dans ta bande de copains, tu avais quand même un positionnement différent tout à fait. Par rapport à d'autres enfants qui tout avaient à fait. parcours. Je me suis toujours interdit d'être dans une case. Ok. Refuser d'être catégorisé. Tout à fait. Ok. Et donc, l'adolescence, c'est aussi l'âge des premières prises de conscience. Est-ce que tu as un souvenir précis d'une actualité, d'une news à la télé ou quoi que ce soit, le premier souvenir précis de cette actualité? Est-ce que tu as un souvenir précis de la toute première fois que tu te dis « Ah là là, en fait, il y a un monde au-delà de Saint-Clair » Ça peut être un phénomène de société, une catastrophe, un attentat, un truc comme ça. Alors moi, la première chose qui me vient comme ça à l'esprit, c'est en lien avec la religion. Ok. Voilà. Parce que dans les quartiers, et surtout issus de familles d'immigrés, la religion, c'était quelque chose de très important. C'était un fond, ça faisait partie des fondamentaux de l'éducation. À minima dans la culture. À minima dans la culture, elle-même. tout à fait. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont mis à prendre des cours d'arabe très tôt, à jeûner très tôt, à prier très tôt. Et moi, j'étais un peu la brebis galeuse, donc c'est-à-dire que j'ai prié un peu plus tard que les autres, j'ai jeûné un peu plus tard que les autres, j'ai lu, je me suis renseigné un peu plus tard que les autres. Et du coup, tu me parles d'un fait à la télé. Le premier fait marquant voilà, qui, toi, constitue un souvenir. Voilà, le premier fait marquant, c'est à la suite d'un reportage sur Arte. Donc, j'avais 16 ans. Reportage sur Arte qui dit « Tiens, on vient de faire une découverte extraordinaire avec le plus grand télescope du monde qui est basé au Chili. » Je ne sais pas si tu es au courant, mais on est là aussi pour apprendre des choses. Et donc, voilà, on est en train de faire une découverte incroyable. On pense que l'univers est en expansion. Mais il ne faut pas trop en parler, ça risquerait de changer la phase du monde. Eh bien, dans justement mes lectures un petit peu religieuses, j'ai fait le lien entre ce reportage et ce que j'avais lu. Et c'était marqué dans les textes religieux
qu'effectivement, l'univers est en expansion et c'est décrit de la même manière que je venais de voir en 96. Donc cet anachronisme-là a été un élément déclencheur personnellement en lien avec la religion, ce qui fait que je me suis accroché à ça dans ma vie privée et ce qui, encore une fois, m'a apporté cette facilité d'écoute et de ressenti, de partage, j'ai mangé le mot, mais d'empathie. Ok. D'empathie. Ok. Et donc, du coup, voilà, tu me parles d'un événement, pour moi, c'est celui-là. Ok, donc premier. Après, il y a le tunnel sous la Manche, Ouais. voilà, hein, la création de Disneyland Paris et tout ça, la Coupe du Monde 98, mais bon, ça c'était moins marquant. Bah, c'est intéressant, un fait scientifique du coup. Ouais, Comme moi, premier, c'est un fait scientifique qui m'a permis, tu vois, je te disais au début de savoir qui je suis, où je vais, tout, etc. Là, bing, là, ça a posé le cadre. Je me suis dit, quand la science vient valider des textes religieux, Ou l'inverse. ou l'inverse, mais en tout cas, là, ça venait valider. Je me suis dit, ok, bon, là, on est bon, je me suis pas trompé. Donc maintenant, ça, c'est fait. Maintenant, comment on fait professionnellement? Non, mais en plus, ça vient lever une chose importante, c'est que on oublie parfois dans ce qu'on apprend que les premiers scientifiques, enfin dans les scientifiques les plus fondamentaux dans l'histoire de l'humanité, il y en avait beaucoup qui étaient de culture et de religion musulmane. On peut citer Averroès pour ne citer que le plus connu d'entre eux, et du coup qui ont fait des découvertes fondamentales sur la médecine, sur l'observation de l'espace, etc., etc., et qu'on a tendance à l'oublier parce que il y a la question aujourd'hui de cette culture et de cette tradition musulmane qu'on a du mal à appréhender en France en réalité, et dont on a du mal qu'on a du mal à intégrer dans notre récit national. Donc c'est intéressant de faire ce croisement-là. Donc après, toujours à cette adolescence, tu as beaucoup progressé. Est-ce que tu peux nous rappeler ton pédigré ou ta formation, ton cursus d'études à la fin de ton adolescence? Oui, j'ai... Parce que ça fait partie de toi aussi. Tout à fait. Donc, après avoir... Eu le bac, du coup, voilà, donc pas tout besoin à de se fait. planquer pendant 10 jours au Voilà, quartier. après avoir validé un bac économico-social, j'ai fait la fac de sport et j'ai compris très vite que c'était pas fait pour moi. 400 personnes dans un amphithéâtre, que tu viennes ou que tu viennes pas, le prof, le sachant, il vient, il balance son truc et puis il repart. C'était pas fait pour moi, donc j'avais besoin d'un cadre. Et donc du coup, j'ai fait une école de sport à Montpellier. Pas parce que j'aime bien Montpellier, c'est parce que j'avais loupé les dates d'inscription. De tous les autres. De tous les autres. Donc j'ai fini à Montpellier. Et puis encore une fois, donc, je me suis déraciné de ma grande rue de Saint-Clair. Pour moi, c'était le voyage dans un autre monde. Donc Place de la Comédie à Montpellier. voilà 21 ans, j'arrive à Montpellier. Donc du coup, je suis personne. J'ai pas d'amis. Donc j'ai ni ma famille de 200 personnes, ni mes 2-3 copains bobos. Donc il faut tout refaire. Et j'ai tout refait comme quand j'étais à Lyon. Dans la même quête d'identité. Voilà, dans la même quête d'identité. Je me suis aperçu que Montpellier, c'était beaucoup plus facile d'être arabe. Ok. Voilà, je le dis grossièrement, mais on gagne du temps. C'était beaucoup plus facile d'être arabe parce qu'on était peut-être plus proche de la Méditerranée, ça sentait les épices plus facilement, donc tout le monde était, tout le monde était au courant. Donc je me suis vraiment éclaté. Et puis voilà, donc une fois que je passe mon diplôme de brevet d'état d'éducateur sportif, oui, parce que pour moi le sport, on en parlera, mais c'est l'outil principal de ma mission et des valeurs qu'elle transporte, qu'elle véhicule. Donc du coup, voilà, hop, je me forme, je reviens sur Lyon. Et lorsque je reviens sur Lyon, voilà, j'interviens direct dans les centres sociaux, etc. Et puis après, j'arrive à Sport dans la ville, etc. Et donc là, on en vient quasiment au moment où on s'est rencontrés, avec des très 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 grands raccourcis, puisqu'entre-temps, il y a au moins 3 enfants de ton côté, un 4e qui est né par la suite. Tout à fait. Voilà, et à Sport dans la ville, moi, pourquoi la rencontre m'a marqué et pourquoi je t'ai demandé de venir, c'est parce que justement, moi, tout ce que tu décris, c'était quelque chose dont j'avais plus ou moins entendu parler. J'étais dans un collège de grande mixité sociale aussi, donc j'avais conscience plus ou moins de ces réalités-là qui évoluent à côté de moi. Moi, j'ai grandi dans un lotissement de maisons individuelles tranquilles,
pas de problème là-dessus. Et c'est vrai que j'ai découvert ce qu'on appelle les quartiers dans le jargon à travers la politique, parce que j'ai fait de la politique, donc je suis allé faire campagne dans les quartiers et tout de suite j'ai été marqué par le fait que en fait, le cadre est posé quoi, dans ces quartiers un petit peu, tu le disais tout à l'heure avec les couleurs, le gris et le vert, des fois il y en a même, ils ont que le gris, et que du coup, quel peut être le quotidien de ces personnes quand le cadre posé est aussi affirmé, rigide et ne fait entrevoir que très peu de perspectives, sans s'apitoyer sur le sort des uns et des autres, parce qu'il faut aussi aborder tout ça avec beaucoup d'humilité. Et en fait, en te rencontrant, j'ai pu comprendre ce que c'était cette réalité-là et comprendre ce qu'on pouvait en faire. Parce que toi, tu en as fait plus tard, on va en parler, parce qu'à mon sens, si toi, tu contribues à l'innovation sociale et que tu es là derrière ce micro, c'est par ton approche des choses. T'as rien créé qu'on pourrait catégoriser dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, qu'on se le dise. Mais par contre, ton approche de certaines problématiques, qui est l'insertion des jeunes, au sens large du terme, est pour moi une forme d'innovation sociale parce que, comme tu l'as décrit, tu l'as amené avec tout ton parcours et cette hybridité de ton parcours, cette quête d'identité ou cette affirmation d'une identité qui est double en réalité, et le fait de pouvoir transmettre à ces jeunes, d'assumer cette double identité plutôt que d'essayer de trouver plus l'un ou plus l'une, plus l'une ou plus l'autre, pardon, et le fait de ne pas s'enfermer dans cette dualité, mais plutôt l'assumer. Donc c'est ça pour moi le caractère innovant et qui fait que tu es derrière ce micro. Et du coup, justement, aujourd'hui, tu as 4 enfants, tu es un entrepreneur à succès, on peut se le dire. Tu es posé, tu dirais qu'il te reste quoi justement de ton enfance et dans ton adolescence, dans ce que tu es aujourd'hui? Ah, bah que rien n'est jamais acquis. Ok. Voilà. Donc, vraiment, je me suis battu pour exister, pour exister professionnellement, bien évidemment, pour avoir le choix. Voilà. Donc, je me suis formé, j'ai fait des études, je me suis fabriqué un réseau. Tout ça pour pouvoir être libre de mes pensées, de mes orientations professionnelles. C'est-à-dire que moi, à chaque fois... jamais enfermé? Tout à fait. Parce qu'on en fait, très vite, on m'a enfermé dans cette catégorie d'arabes fils d'immigrés. Et c'est génial. Ce qui était... Enfin, je veux dire, si on m'avait pas... Déjà, c'est rare d'entendre j'ai été enfermé dans cette identité d'arabe fils d'immigré et de dire et la phrase derrière après, c'est génial. Déjà, oui, rien que ça, on l'a rarement entendu. On la garde. Non, mais bien sûr que c'était génial parce qu'à l'époque, je trouvais ça injuste. À juste titre d'ailleurs. Ouais. Je trouvais ça injuste, mais en fait, c'est ce qui a fait que je suis la personne aujourd'hui devant ce micro. C'est-à-dire que du coup, je me suis dit, ok, bon, je vais me battre pour montrer que je ne suis pas que. Et c'est ça qui est génial parce que aujourd'hui, sur toutes les chaînes dont je tairai le nom, toutes ces chaînes à grands débats débiles où on oppose la France, en fait, non, les quartiers... C'est la France. C'est la France. Et la France, c'est les quartiers. Donc, en fait, si tu veux, pour moi, il existe 2 vérités. De temps en temps, je prends ma voiture, je descends dans le quartier, Grande Rue de Saint-Clair, et je reprends la température. Juste pour ne pas être largué. Pour me dire, n'oublie pas, c'est ça la France. Et puis, des fois, je me retrouve effectivement dans des grandes réunions d'entrepreneurs où on pense sauver le monde. Et je me dis, c'est ça aussi la France. Il y a 2 vérités. C'est pour ça que des fois, j'ai envie de prendre le micro, d'aller sur BFM, CNews et dire en fait, calmez-vous, vous avez tous raison. Donc venez, allez. Tu leur as dit au micro du podcast Agile. Voilà, je ne sais pas si ça va arriver jusqu'à Boulogne-Billancourt, mais en tout cas, voilà quoi. Donc, tant qu'on n'aura pas accepté cette idée-là, ça va être la guerre psychologique, bien évidemment. Mais tant qu'on n'a pas accepté qu'il existe plusieurs vérités, et moi c'est ça qui m'a... À l'intérieur de toi, il y a plusieurs vérités. Ah bah bien évidemment. Et qu'il ne faut pas essayer d'en cacher une. Je reviens sur cet épisode à la mairie, où quand je suis sorti, j'étais très en colère, mais en même temps, il avait raison. Administrativement, il avait tort,
Mais socialement, il avait raison. J'étais un arabe. Oui, mais un arabe français. Dans un arabe français, en premier, il y a un arabe. Oui. Toi, tu as de la chance, tu es intelligent, tu vas au-delà. Oui. Lui, il s'est arrêté là. Et comme on dit, il se peut que des fois, pour vous, vous ayez des événements qui vous arrivent et vous pensez que c'est un mal, mais en fait, c'est un bien. Et des fois, vous pensez que pour vous, c'est bien, mais en fait, c'est un mal. D'accord. Encore une fois, ce côté un peu hybride et cette dichotomie fait que ça me force à me poser des questions à chaque fois. Okay. Et donc, ce qui m'empêche de rester dans ce cadre. Pour revenir sur l'aspect professionnel, à chaque fois que j'étais plus en accord avec les endroits dans lesquels je travaillais, je suis parti. Oui, sans en vouloir à personne. Sans en vouloir à personne. Merci, au revoir, je ne suis plus d'accord, je m'en vais. Oui. Mais aujourd'hui, celui qui n'a pas cette chance-là, eh ben, il est obligé de rester enfermé. Oui. Et plus tu restes enfermé, et plus tu es coincé. Et plus tu es coincé, plus ton esprit est renfermé. Et plus ton esprit est renfermé, et plus tu votes Marine Le Pen. Tu l'as vu le, ouais, tu l'as vu le raccourci non, là? Mais si, je l'ai vu venir. Voilà. Je l'ai vu venir. Heureusement, je te connais, mais je l'ai vu venir. Et encore, on dit pas tout. Hein. Ouais. Et du coup, pour rester dans le sérieux, aujourd'hui, comment tu donc on peut dire que ta principale activité, tu as plusieurs activités aujourd'hui, mais ta principale activité, ça reste la formation de jeunes plutôt issus de quartier et plutôt en quête de diplôme, d'expérience professionnelle et de concrétisation de tout ça, qui ont souvent des parcours plutôt cabossés, qui ont souvent un manque de confiance évident, etc. Comment tu transmets tout ce que tu viens de nous raconter et comment tu arrives à leur insuffler ce truc-là de dire, les gars, il faut assumer qui vous êtes. Et c'est avec ça que vous allez décrocher des boulots. C'est vrai que Sport dans la ville a été un super terrain de jeu là-dessus, puisque l'objectif était de récupérer les pépites du quartier qui n'avaient pas développé cette intelligence scolaire, mais qui avaient développé tout plein d'autres formes d'intelligence. Les compétences sociales aujourd'hui, ou soft skills. Les soft skills. Et donc, du coup, mon but, c'était d'essayer de créer des passerelles entre les grands chefs d'entreprise, Canal+, Cégide, KPMG, et ces petits jeunes de quartier qui avaient arrêté l'école en 3e et qui faisaient des fautes à leur prénom. Donc, le fait de faire des rendez-vous tripartites, justement d'essayer de les marier, en fait, des fois ça marchait pas, parce que les deux étaient un peu bornés. Et puis lorsqu'il y avait des gens qui étaient capables d'accepter les vérités de chacun, c'est des gens qui sont restés ensemble 5 ans, 10 ans, 15 ans professionnellement. Mais toi, c'est quoi ta contribution à cette rencontre ? Qu'est-ce que tu disais justement à ces dirigeants d'entreprise et qu'est-ce que tu disais à ces jeunes pour préparer la rencontre ? C'est très simple, je leur disais exactement la même chose. Je disais aux jeunes de quartier, attention, derrière cette personne, ce n'est pas que du blanc, ce n'est pas que de l'argent, ce n'est pas qu'une réussite sociale, il y a aussi un être humain derrière. Et j'allais vers les chefs d'entreprise en disant, ce n'est pas qu'un arabe, ce n'est pas qu'un échec scolaire, il y a des vraies compétences et des relations humaines derrière. Okay. Et une fois que j'avais réussi à casser cette barrière, qui des fois était compliquée, et pas du côté qu'on croit, et finalement, ça a matché, et ça a même plutôt bien marché, parce qu'il y a eu des très très belles réussites professionnelles. Ok. Donc le but du jeu, effectivement, c'était de casser cette boîte à idées préconçues. Et dans l'idée, toujours de casser cette boîte, moi je sais que dans ton parcours, à un moment donné, tu as été un carrefour, tu as eu le choix entre faire de l'oseille et faire de l'humain. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas d'oseille aujourd'hui ? J'ai pas d'oseille, mais j'ai de l'humain. Oui, que tu as fait le choix de l'humain, du coup. Tout sous-entendu, qu'est-ce qui fait que tu as fait le choix de l'humain ? Bien évidemment. À un moment, voilà, j'ai eu le choix de devenir millionnaire en vendant des verres à thé en provenance de Turquie, ou alors de travailler avec de l'humain, du jeune, et transmettre des valeurs à travers le sport. Mais c'est quoi le déclic ? J'ai fait ce choix-là. Le déclic, c'est tout simplement en me regardant dans le miroir, en fait. Okay. En me regardant dans le miroir, en me disant, il y a peut-être plein de petits Hakim qui qu'on a emprisonnés dans des boîtes, soit à travers l'école, soit à travers des expériences comme à la mairie, soit à travers des refoulades de boîtes de nuit, soit à travers des CV à consonance un peu orientale, exotique et au goût d'épices. Donc du coup, je voulais leur dire, allez-y les gars, regardez, je ne suis pas la réussite de l'année,
mais je m'en suis quand même sorti. Oui, ça peut le faire quand même. Tout à fait, donc ça peut le faire. Donc allez-y, allez casser tout ça en passant par la formation. C'est pour ça aujourd'hui je travaille dans un centre de formation qui s'appelle Métisport, basé à Bron. Et donc effectivement, il y a beaucoup des jeunes. Alors ils viennent d'horizons plutôt différents, mais l'objectif c'est aussi de travailler sur leur formation, développer des compétences pour qu'ils puissent à leur tour transmettre des valeurs à travers le sport. Et du coup, pour conclure ce podcast, parce qu'on arrive au bout, moi j'ai 2 dernières questions pour Déjà toi. Il y en a une première, et ouais. Ah oui. Il y en a une première, parce que dans ce qui est latent aussi dans ton parcours, c'est le sport. Tu en as parlé, le foot quand tu étais enfant à Oui, Saint-Clair. ancienne gloire. Voilà, ancienne gloire. Attention, sans licence FFF, jamais de la vie. Donc gloire, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on ne sait pas trop de quoi exactement, gloire. Mais ok. Le plus important, c'est d'y croire. Voilà. Le Donc, il y a reste, le on s'en sport fiche. qui est latent, et c'est vrai que dans notre histoire d'amitié, moi je t'ai fait découvrir un peu le rugby. Dans ses valeurs, dans ses trucs Tout comme à ça. fait. Et il y a une phrase d'un ancien rugbyman qui s'appelle Jean-Pierre Rive qui dit que le rugby, mais en réalité ça peut s'appliquer à tous les sports, c'est un ballon, des copains, et quand on enlève le ballon, il reste les copains. Est-ce que toi, par rapport à ce que tu utilises dans le sport, ça te parle cette phrase? Bien évidemment, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir le choix entre l'oseille, comme tu dis, et les valeurs l'humain. voilà, et l'humain. L'oseille, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Alors que l'humain, Voire même il y en aura plus. voilà. Alors, oulala, là, tu commences à T'as vu? rentrer. Voilà, là, Ouais, on est dans le métaverse, là, on est J'ai dans le vu la métaverse. passe, j'ai vu la chistera, pourquoi pas. Mais effectivement, au bout d'un moment, l'argent, il n'y en aura plus. Alors que de l'humain, normalement, il devrait y en avoir. Parce que le jour où il n'y en aura plus, l'argent ne sera plus un problème. Donc, j'ai plutôt préféré capitaliser sur l'humain en me disant que à travers des missions d'insertion professionnelle, de formation, d'orientation scolaire, IBTB, c'est une plateforme d'orientation scolaire Ok. menée par des professionnels pour des professionnels. Ça sort du carcan classique éducation nationale parce que effectivement, pareil, moi, quand j'étais jeune, on m'avait dit oulala, toi, tu vas faire une orientation professionnelle, tu vas devenir charpentier, On va boucher, faire un petit bilan de boulanger. compétences, Voilà, toi, t'es fait pour ça. Heureusement que j'avais confiance en moi et que j'avais décidé de sortir de cette boîte parce que sinon j'aurais suivi les sachants. Et en fait, tout ce qu'ils savent, c'est eux-mêmes. Donc du coup, j'ai cru en moi et j'ai dit non, je ne vais pas vous suivre, je vais suivre plutôt mon chemin. Et j'ai passé des études, un Et ça parcours peut venir du classique. sport, tu penses? Bien évidemment que ça part du sport, puisque comme je disais, aujourd'hui, moi, la boîte qui est en lien totalement avec mes valeurs, c'est Métisport, métier du sport, orientation scolaire et professionnelle à travers IBTB, où on a des rendez-vous avec des professionnels, où on gagne du temps. Encore une fois, on parlait de compétences tout à l'heure. Pour moi, les compétences, ça vaut beaucoup plus qu'un diplôme. Et donc, du coup, chez IBTB, on vient chercher justement cette notion, quelles sont mes compétences, comment je peux mieux m'orienter. Si je m'oriente mieux, j'ai le choix, plus tard, de décider de mon orientation. Et encore une fois, si on reste bloqué dans des carcans de sachants, d'éducation nationale, alors j'ai rien contre l'éducation nationale, mais je trouve que c'est une vérité. Oui. Et le jour où on s'arrête sur une seule vérité, on est dans une boîte. Le jour où il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs portes, donc je peux sortir de cette boîte. Non, mais on a parlé de transition éducative, et dans la transition éducative, il y a certainement le fait qu'aujourd'hui, vu les parcours des jeunes et des enfants, on sait qu'il y a de bonnes chances que l'avenir passe par la multiplication des cadres éducatifs plutôt Absolument. que d'essayer d'appliquer un seul cadre éducatif à tout le monde. Eh ben, j'aurais pas pu mieux résumer IBTB Ouais, que toi. Bah, à un moment donné, il faut que je me positionne. Oui, quand bien même, évidemment, dans bien ce évidemment. podcast, hein. Et puis, ce que tu dis, ça fait penser aussi à la construction d'une équipe. En fait, dans n'importe quel sport collectif, quand on construit une équipe, quand tout le monde est en short, ce qu'on va voir, c'est les compétences des uns et des autres. Lui, il défend mieux, lui, il attaque mieux, etc., etc. Et chacun va trouver sa position, quel que soit son parcours de base, quel qu'on soit. Et c'est vraiment, en fait, on a l'impression que c'est un cliché de faire le lien entre sport, insertion et emploi. Mais en fait, c'est pas. Le problème, c'est que c'est pas très bien appliqué sur le terrain. Et encore une fois, on vous renvoie vers Sport dans la ville à travers ce podcast. Ça en permet de faire un peu la pub pour cet assaut aussi.
Et Bien de passer le évidemment. bonjour à tous les anciens collègues de là-bas et à Philippe Audou, son directeur général et cofondateur. Mais du coup, c'est une vérité. Une fois que tout le monde est en short, tout le monde a égalité. Et du coup, c'est à celui qui attaque le mieux qui va être attaquant, à celui qui défend le mieux à se mettre en défenseur. Et ainsi de suite, on organise une équipe. Tout à fait. Sur un terrain de sport, on ne peut pas tricher. Voilà. Voilà, parce que Exactement. l'émotion, les sensations, les peines, les victoires, on ne peut pas tricher. Et si on réussit à transposer ça dans le monde professionnel, encore une fois, on peut être qu'épanoui. C'est pour ça que je crois en l'humain. Et c'est pour ça que moi, je crois au sport, dans les valeurs humaines, et que ça reste un parent pauvre, malgré tout, de l'innovation sociale et de l'éducation, de l'économie sociale et solidaire. tout à fait. L'innovation sociale et de l'ESS. Tout à fait. Le sport n'est pas une problématique qui est très très bien traitée aujourd'hui, alors que Même pas bien traité du animé tout. et bien, Évidemment. dynamisé, ça peut être. On peut sortir des clichés du sport qu'on peut voir à la télé et en faire un outil d'insertion très très fort. Bien évidemment, regarde, juste une petite transition. Vas-y. On arrive sur les Jeux Olympiques. Ouais. C'est la première fois qu'un pays organisateur flippe d'avoir 0 médaille. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Vu le peu de temps de sport qu'on pratique à l'école, quand on voit dans... Tu veux dire que la demi-heure de sport en primaire, ça suffit Ah pas? non, animé par la maîtresse Ouais. en jupe, non, ça va pas suffire, non. Mais voilà, donc là, moi je te rejoins totalement. Le sport est le parent pauvre de l'éducation aujourd'hui en France. Et si on apprenait à faire du sport, à mieux se connaître, il y aurait sûrement un peu moins de dépressifs en France, puisque je te rappelle que la France est le premier premier consommateur européen d'antidépresseurs. Tout à fait. Tout à fait. On est pas mal. On dirait qu'on a répété là. T'as vu? Mais en fait, non. Alors qu'on c'est est en pas impro mal. total depuis Tout à tout à l'heure. fait. Tout à fait. Je veux dire, j'avais écrit 2 questions, moi, non, Max. Non, je rigole. Dernière question, plus personnelle, mais qui fait le lien toujours entre ton parcours et ce côté d'innovation sociale. Si tu devais me donner un exploit que tu penses avoir réalisé et un échec sur lequel un tu exploit, voudrais mais revenir. ça va être impossible. J'en ai tellement. Non, l'exploit, c'est. Il y a une petite soirée quand même avec Eric Carrière. Non, mais celle-là, on a dit qu'on. Cazard, Non, mais on a dit qu'on n'en parlait pas de cette soirée. Non, mais l'exploit, c'est justement, encore une fois, toujours dans ma recherche d'exister sous cette double nationalité, cette double culture. Et l'exploit aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un exploit parce que j'y suis quand même grandement acteur. C'est de m'être marié avec une Française, voilà, d'accord, avec des origines franco-françaises, d'avoir un couple mixte de beaux enfants, intelligents, grands, sportifs, pour les 3, enfin pour les 4, parce que le dernier, oui, j'ai oublié le dernier, souvent je l'oublie le dernier, quand même. voilà, et donc du coup, voilà, c'est de montrer au quotidien à tout le monde qu'en fait, même un couple mixte, avec des cultures à la base différentes, métis, on peut cohabiter et ça se passe très bien. Et ça fait plus de 20 ans maintenant, et donc je pense qu'on peut parler d'exploit, parce qu'aujourd'hui en France, un couple qui dure 20 ans, c'est déjà un exploit. Donc voilà, je suis allé au bout de mon process en me mariant avec quelqu'un qui était en total... Qui était une partie de ton identité quand même. Tout à fait, mais qui, à la base, était en totale opposition. Ça aurait pu être une de tes copines du collège Ampère. Tout à fait. Ok. Et donc du coup... Là, tu vas me faire des problèmes, là. Pourquoi? Mais j'avais pas de copine, moi, avant. Non, mais j'ai rencontré que ma femme. Une de tes collègues de classe. Ah oui, d'accord, tu m'as fait peur. Une camarade de classe, c'est ça que je voulais dire, bien évidemment. Et du coup, et un échec aussi dont tu as pu tirer des enseignements, ou, je te donne une petite option, un échec peut-être issu de ton adolescence, et un truc sur lequel tu voudrais revenir. Soit quelqu'un que tu as embêté et que tu voudrais dire pardon, désolé, j'ai pas été cool avec toi. Oh, génial, un confessionnal. Non, mais soit l'inverse. Un type ou quelqu'un qui t'a vraiment affiché quand tu étais ado ou plus jeune et que tu voudrais retrouver aujourd'hui pour lui dire tiens, regarde le tableau. Waouh. C'est une option que je te donne. Oui, mais ça peut être un autre oui. échec. Un autre type d'échec dont tu as tiré des enseignements dans ce que tu es et ce que tu fais aujourd'hui.
Un échec. Ça peut être un jeune aussi à qui tu croyais beaucoup et que tu as perdu. Je sais qu'il y en a 2-3 comme ça dans ton parcours de jeunes que tu as cru que tu allais l'aider et à la fin, il t'a filé entre les doigts et voilà. Oui, je pense à un jeune en particulier pour qui je m'étais beaucoup investi professionnellement et personnellement, bien évidemment, je tairai son nom. Voilà, c'était très compliqué, bracelet électronique, etc. On l'avait enfermé dans cette case, dans cette boîte de jeunes de quartier, stup, etc., etc. Donc, j'ai mis en place énormément de choses, même hors temps de travail, où je m'étais investi psychologiquement, financièrement, etc., etc. Et je pensais qu'il y était arrivé et il m'avait regardé dans les yeux en me disant j'y retournerai plus. Et je me suis dit super, celle-là, je la garderai. Et en fait, il a replongé et je me suis aperçu que même si on met tous les ingrédients, l'entourage, l'influence de l'entourage sera toujours plus fort. Donc c'est pour ça que bien s'entourer, de ne pas rester avec une seule caste, fait que du coup on peut avoir... C'est la leçon que tu tires de cette expérience. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, la société a une telle influence qu'elle peut entraver nos valeurs et même si on a fait des grandes promesses, retomber dessus. D'où, pour boucler la boucle, l'importance de l'ESS ou travailler avec de l'humain sur un projet social, un projet collectif, justement... Avec des personnes différentes. Te permet de croire qu'il y aura un peu moins d'emprise sociale, même si aujourd'hui le schéma social est très ancré en France et justement on se bat au quotidien pour ça. Notre rencontre et le témoignage de ça. Et le témoignage de ça. Tout à fait. Je t'ai déjà dit que tu étais mon blanc préféré. Ouais. Au moins c'est dit. Au moins c'est dit. Merci beaucoup Hakim d'avoir participé à ce premier épisode du podcast. Et merci à l'équipe, vraiment très bien accueilli, super endroit. Voilà. Très bien. Le Bravo. 17-9. Merci encore à l'équipe de Polyteia de nous avoir accueillis. Merci à l'équipe de Lyon Positif d'avoir construit ce podcast avec moi. Et on se retrouve au prochain épisode. Merci. Merci.